L'INSEP vous présente Sport, expertise et performance. Le sport et la science entretiennent des relations étroites. Et si le sport comporte par nature une notion d'inattendu, d'imprévu et d'obstacle, la science mise à son service s'efforcera de faire le nécessaire pour les contourner ou les effacer autant que possible afin d'améliorer, toujours davantage, les performances des athlètes. Le laboratoire Sport, expertise et performance de l'INSEP, nommé affectueusement LaboCep, est à l'avant-garde de cette exploration des arcanes de tout ce qui peut contribuer à repousser les limites de la prouesse sportive. Bienvenue à l'INSEP, nous vous guidons au cœur du sport, de l'expertise et de la performance. Épisode 3, le projet Fulgure. Derrière le nom énigmatique de Fulgure se cache un projet de recherche scientifique au service du sport de haut niveau. Et pour m'expliquer de quoi il s'agit, je reçois Gaël Guilhem, directeur du laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP. Donc Gaël, bonjour. Bonjour Sylvain. Fulgure, ça veut dire éclair en latin, mais c'est aussi et surtout un acronyme. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement Fulgure ? Oui, alors comme toi, probablement, je regardais le fameux dessin animé Goldorak quand j'étais jeune, mais ça n'a rien à voir, contrairement à ce que tout le monde me dit lorsqu'il est question de cet acronyme. Comme tu l'as dit, l'idée c'était de reprendre la symbolique de Bolt, de la foudre, de l'éclair, qui s'écrit fulgure en latin, effectivement. Mais les différentes lettres du mot sont présentes dans le titre de recherche du projet, donc ça reste finalement quelque chose d'assez sérieux. Et donc l'objectif de ce projet, c'est d'essayer d'amener les entraîneurs et les athlètes vers une planification individualisée de la charge d'entraînement qui serait adaptée aux propriétés musculaires des athlètes, avec comme finalité réduire l'incidence des blessures en sprint et contribuer à l'optimisation de la performance. D'accord, alors est-ce que tu peux rentrer plus dans les détails sur ce qu'est exactement le projet Fulgure et à partir de quels besoins il a été mis en place ? Oui, alors d'abord c'est la concrétisation de collaborations antérieures assez poussées avec l'ensemble des acteurs, on y reviendra. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que lorsqu'on va regarder les Jeux Olympiques, la course à vitesse maximale, c'est probablement le geste qu'on va observer le plus. En tout cas, voir des athlètes courir, c'est souvent ce qu'on voit lorsqu'on regarde les Jeux. On ne voit pas que ça, évidemment. La diversité des Jeux Olympiques fait qu'on va voir bien d'autres choses, mais c'est une activité très présente. Le problème, c'est que l'atteinte de vitesse de course maximale va demander à la fois des qualités physiques extrêmement développées, ainsi qu'un système musculo-squelettique suffisamment robuste pour ne pas être trop exposé au risque de blessure. Dit autrement, courir très vite, c'est pas sans risque, quoi. On peut se blesser, et c'est une problématique qui est assez présente en athlée, en sport collectif, notamment lorsqu'il s'agit de sprinter. Donc ce constat, il est fait à travers le monde. Si on prend l'exemple du football, on a des travaux qui suggèrent que l'incidence des blessures musculaires augmente chaque année, malgré le fait qu'à travers le monde, on a pléthore d'équipes de recherche, de laboratoires, de cliniciens, de médecins, de kinés, d'équipes médicales qui tentent de faire baisser ces taux de blessures musculaires, notamment lorsqu'il s'agit de sprinter. Malgré ça, soit ça reste stable, soit ça augmente. Donc ça, c'est un constat international. Si on regarde les causes de consultation au village olympique, à Rio, chez les athlètes, c'était la cause numéro 1 de consultation, juste avant la tendinopathie. Et lorsqu'on regarde en France cette problématique, on constate que historiquement, on est assez performant dans les disciplines de vitesse. Alors pas uniquement dans la course à pied, on peut prendre l'exemple du cyclisme sur piste par exemple. Dans les disciplines de vitesse, on s'en sort pas trop mal. Lorsqu'on regarde le nombre de médailles, on en a 1 sur 6 environ qui est gagnée dans des disciplines de vitesse, et on a près d'1 Français sur 2 sélectionnés aux Jeux Olympiques qui performent dans des disciplines où il y a à un moment donné des activités à haute vitesse. Et malgré le fait qu'on soit performant, on constate aussi que dans ces disciplines, on a un certain nombre d'athlètes français qui auraient été éligibles à un podium ou une finale ou une médaille d'or, qui ont manqué cette marche en raison d'une blessure musculaire. Et donc, on a décidé de proposer un projet qui s'attaque à cette problématique pour essayer, non pas évidemment de le résoudre, ce serait
ça manquerait d'humilité, mais essayer de mieux comprendre la problématique pour pouvoir essayer de réduire ce risque-là et peut-être donner plus de chance à nos athlètes d'être performants aux échéances internationales, en particulier aux Jeux Olympiques. Alors, c'est un projet que le labo CEP ne conduit pas seul, hein. Vous avez des partenaires, notamment des fédérations. Alors, quels sont justement les partenaires avec qui vous réalisez ce projet ? Oui, alors c'est effectivement très important, hein. C'est un projet collaboratif, on se réunit toutes les 2 semaines avec donc, les 13 partenaires membres de ce projet, au premier rang desquels les fédérations, la Fédération française d'athlétisme, qui avait positionné cette question scientifique comme numéro 1 dans ces problématiques, la Fédération française des sports de glace, avec le bobsleigh exclusivement à ce stade, et la Fédération française de rugby, avec les 2 collectifs nationaux de rugby à 7, masculin et féminin. Et pour accompagner, aider ces fédérations à s'attaquer à cette problématique, donc on a rassemblé un certain nombre d'acteurs de premier plan au niveau national, donc le CNRS, le CEA List, l'Université de Nantes, l'Université de Savoie-Mont-Blanc, l'Université de Côte d'Azur, l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, l'Université de Saclay, et puis on a également 2 partenaires industriels qui nous accompagnent sur du transfert développement de technologie, qui sont Supersonic Imaging, qui produit des échographes, et Natural Grass, qui développe des surfaces engazonnées sportives. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me décrire de manière un peu plus précise les objectifs principaux de ce projet Fulgure ? Oui, alors l'objectif ici, ça va être d'abord de rassembler des experts reconnus internationalement. Ça a été vraiment un premier objectif. J'ai passé pas mal de temps au téléphone à discuter avec l'ensemble des acteurs pour savoir s'ils partageaient l'intérêt pour une problématique de ce type et s'ils avaient envie de s'engager dans un projet qui dépasse finalement les dimensions qu'on connaissait jusqu'à présent dans le domaine. Parce que là, on rassemble 13 partenaires, une trentaine de chercheurs, c'est colossal. Donc ça, c'était le premier objectif, partager cet objectif commun et trouver les moyens d'interagir, de collaborer, de se poser des questions ensemble et d'essayer d'y répondre le plus efficacement possible, puisqu'on a un temps de 4 ans contraint, l'échéance des Jeux Olympiques de Paris étant ferme. Donc pour ce faire, on rassemble des professionnels dans les sciences du sport, particulièrement biomécanique musculaire, imagerie médicale, comportement de santé, apprentissage machine, on va en parler un petit peu, appliqué à la très haute performance sportive. Et l'objectif là, ça va être d'adresser 3 objectifs principaux. D'abord, décrire la mécanique du sprint au niveau du centre de masse du sprinter et de ses segments articulaires. Là, l'objectif finalement, de manière très pratique, ça va être de mieux quantifier la charge d'entraînement spécifique au sprint à ces différentes échelles, corps entier et au niveau des segments, donc notamment des membres inférieurs, quelles sont les vitesses et les charges d'entraînement imposées au niveau segmentaire, en conditions réelles d'entraînement. Ça paraît extrêmement simple ça, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on a très peu de connaissances qui décrivent précisément les méthodes disponibles pour caractériser la charge d'entraînement en sprint, en athlétisme. C'est un peu moins vrai dans les sports collectifs. En rugby, par exemple, on est un peu plus avancé sur cette problématique. Mais en athlétisme, on a peu de données sur les charges d'entraînement supportées par les athlètes. Alors, ça s'explique. Ce sont souvent l'athlétisme, c'est très vaste. Là, dans le cadre du projet, on s'intéresse aux sprinteurs, sauteurs, épreuves combinées. Donc on voit tout de suite que les contenus d'entraînement vont être très divers, très variés et que ça va être difficile de quantifier, de mélanger des choux et des carottes. Donc là concrètement, il y a une vraie problématique méthodologique et on essaye de s'y attaquer. Donc ça c'est le premier objectif, la charge d'entraînement. Ça revient au premier podcast qu'on avait fait ensemble autour du thème 2, cette entrée, c'est ce qu'on impose à l'athlète. Et puis d'un autre côté, on va s'intéresser au profil musculo-squelettique, dit autrement aux capacités physiques de l'athlète. Vraiment là, on va l'analyser sous toutes ses coutures, de manière à connaître notamment quelles sont ses capacités de production de force et les propriétés musculaires, tendineuses de cet athlète, parce que ces facteurs-là vont être fondamentalement importants vis-à-vis de l'optimisation de la performance et de la diminution du risque de blessure. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de connaître nos athlètes. Quelles sont ses coordinations, ses propriétés élastiques musculaires, ses niveaux de production de force, etc. Donc ça, c'est dans le cadre finalement d'un deuxième lot de tâches touchant au profil musculo-squelettique. Donc là, ça va concerner des évaluations qu'on va faire de manière annuelle, alors que dans le cas du premier lot, autour de la charge, là, ce sont des évaluations qu'on fait finalement jour après jour. On a besoin de quantifier de manière très précise la charge d'entraînement. Et dans le cas d'un troisième lot de tâches, le troisième objectif, là cette fois-ci, ça va être de mettre en place une approche multifactorielle qui vont croiser les éléments du lot 1 et du lot 2, additionner, complémenter d'éléments touchant plutôt au comportement,
quels sont les traits de personnalité comportementaux des athlètes, quelles sont leurs habitudes nutritionnelles, la qualité de leur sommeil, comment ils réagissent également à la charge d'entraînement qu'on leur impose. Cette fois-ci, pour proposer, en tout cas déterminer des priorités d'entraînement pour nos athlètes avec une approche qui intègre l'ensemble de ces facteurs, avec in fine l'idée d'optimiser la performance en sprint et surtout de réduire le risque de blessure. Alors ça, ce sont les objectifs principaux. Est-ce qu'en parallèle, vous poursuivez d'autres buts à travers ce projet ? Oui, alors c'est vraiment toute la puissance, tout l'intérêt de ces projets PPR, programme prioritaire de recherche, ça a été de mettre en relation des laboratoires qui réalisent des recherches avec un degré d'applicativité plus ou moins fort. Et dans le cadre de ce projet, je l'ai dit, on travaille aussi avec des laboratoires plus amont qui font des travaux un peu plus back-office, on va dire, notamment le CNRS et le CEA, qui vont nous aider à mettre en œuvre cette fois-ci des tâches plus transversales qui vont viser à améliorer l'analyse de l'image à deux niveaux. D'abord musculo-squelettique, lorsqu'on utilise l'échographie, ce qu'on utilise beaucoup dans le cadre du LO2 pour décrire par exemple la longueur des fibres musculaires, les interactions entre les muscles et les tendons, les vitesses de contraction musculaire ou encore les volumes musculaires de nos athlètes qu'on analyse par imagerie, par résonance magnétique. Toutes ces données-là, elles sont extrêmement intéressantes, mais elles sont souvent coûteuses en termes d'analyse. Et là, on travaille avec le CEALIS qui nous aide à développer des méthodes basées sur l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, du machine learning, de manière à ce qu'une fois qu'on capte l'image ou la vidéo, que l'extraction des paramètres d'intérêt, par exemple la longueur des fibres ou les volumes musculaires, eh bien, ça se fasse de manière automatique ou semi-automatique, pour que le temps de digestion finalement de la donnée soit beaucoup plus court et qu'on puisse rendre compte de ces informations de manière plus rapide à l'athlète. Pour nous, ça c'est finalement un vrai gap, une vraie étape dans l'efficacité méthodologique de nos travaux. Et puis sur un autre volet, on essaye aussi d'appliquer l'intelligence artificielle à l'analyse du mouvement cette fois-ci. Donc on prend des vidéos de sprinters et on essaye, encore une fois, sans avoir besoin de positionner des capteurs sur la peau de l'athlète, ça c'est très important, réduire finalement le degré ou plutôt réduire le degré d'exploration, le caractère invasif de la technologie ou de la méthode d'exploration pour que l'athlète ne s'en rende même pas compte. Là, l'idée c'est que in fine, avec les vidéos issues de la télévision, on puisse automatiquement analyser la vitesse de déplacement du coureur en temps réel, pas simplement à des temps de passage comme ça peut être fait avec des temps de passage tous les 10 mètres, mais là cette fois-ci en temps réel, au cours du temps, la vitesse du coureur, c'est le premier niveau, et d'aller encore plus loin, de connaître les vitesses segmentaires, quelles sont les vitesses à laquelle il étend le genou, à laquelle il étend la hanche, et pas uniquement en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc ça, on le fait aussi avec le CEALIS. Et le dernier objectif méthodologique qu'on développe, là c'est extrêmement poussé, on est assez fiers de cette brique du projet. On travaille avec le professeur Jean-Luc Génisson, qui est directeur de recherche à l'université Paris-Saclay, qui nous aide à développer des séquences qui vont nous permettre de caractériser, de mesurer l'élasticité des zones les plus exposées aux blessures, par exemple au sein des muscles ischio-jambiers qui sont situés derrière vos cuisses, sur la face postérieure, en dessous des fesses finalement, qui permettent de fléchir le genou et d'étendre la hanche. Ce sont les muscles les plus exposés aux blessures en sprint. Et ce qu'on sait, c'est que ces blessures, elles touchent des zones particulièrement identifiées, notamment la zone qui sépare les deux chefs du biceps fémoral, qui est un des muscles des ischio-jambiers, et la jonction proximale, l'insertion du muscle finalement sur les leviers osseux, plutôt au niveau du bassin. Et ces deux zones-là sont très exposées aux blessures, mais on n'est pas capable aujourd'hui de connaître quelle est leur capacité à se déformer et à supporter des contraintes mécaniques. Et à travers ces travaux menés par le CNRS, on a développé des séquences échographiques qui nous permettent, juste en posant une sonde à la surface de la peau, d'aller explorer, quantifier l'élasticité de ces tissus et donc de savoir finalement quelle est leur capacité à supporter ces contraintes répétées de sprint, ce qui n'existe pas aujourd'hui à travers le monde. Il y a des techniques qui se proposent de le faire mais qui ne sont pas suffisamment fiables. Là aujourd'hui on a vraiment développé une méthode nouvelle avec ces collaborations et j'insiste parce que là on voit tout le lien entre finalement quelque chose qui pourrait nous paraître très abstrait, développement physique de séquences d'échographie, bon ok, à quoi ça sert quand je suis entraîneur? Eh ben, ça va me permettre de mieux connaître mon athlète lorsque je l'évalue annuellement. Et si je connais l'élasticité de ces zones-là,
bien évidemment, je vais pouvoir mieux savoir au quotidien qu'est-ce que je dois mettre en place en matière de renforcement musculaire, d'étirement ou même d'exercices spécifiques sur la piste et finalement gagner du temps dans ce que je mets en œuvre. Finalement, si je dois résumer tout ça, donner des outils d'aide à la décision pour individualiser au maximum les contenus d'entraînement et réduire le risque de blessure de nos meilleurs athlètes français. Tu as déjà parlé de quelques applications concrètes du projet. Est-ce qu'il en existe d'autres ? Oui, alors là j'expliquais un peu les principes et ce qu'on allait adresser comme objectif, mais très concrètement, comment ça se passe ? Donc je l'ai dit, on a des évaluations annuelles. À l'issue de ces évaluations annuelles, on crée des bilans automatisés qui alimentent des bases de données aussi qui permettent d'extraire des indicateurs par discipline, par sexe, par âge. Et on rend compte de ces évaluations à travers des rapports d'une page automatisés qu'on a développés avec nos ingénieurs de recherche ici à l'INSEP avec nos collaborateurs, qui rendent compte de ces évaluations, capacité de production de force, élasticité, comportement, production de force, puissance, vitesse lors d'un sprint, avec vraiment un compte-rendu très précis des capacités de l'athlète au regard de ce que font ses petits copains, ses petites copines dans sa discipline, les tout meilleurs qu'on évalue dans le cadre du projet Fulgure. Donc c'est un rapport individualisé et puis un entretien avec l'entraîneur et les athlètes pour expliciter ces rapports et leur montrer à quoi ça peut leur servir. C'est important ça parce que, comme je l'ai dit, on a passé un cap, on a passé une dimension dans la structuration des projets, mais ça veut dire aussi que pour les acteurs, il y a un temps de digestion, d'appropriation des outils qu'il ne faut pas négliger, et donc il ne faut pas aller trop vite. Si on veut tout de suite dire « je fais mon évaluation, voilà ce qu'il faut que tu mettes en place », on va sans doute rater des marches, et donc là on prend le temps d'expliquer, on a des canevas, des tutoriels explicatifs qui expliquent à l'entraîneur par le menu à quoi correspond chaque indicateur, sur quoi ça l'éclaire vis-à-vis de son athlète, et on en discute avec lui. On revient sur les indicateurs, on lui explique les valeurs, à quoi ça correspond, etc. Et on s'assure de cette appropriation. Et puis on regarde aussi qu'est-ce qui semble avoir du sens pour les entraîneurs et les athlètes au quotidien. Typiquement, on fait des retours avec la Fédération française de rugby, ils nous disent bon bah voilà, ces protocoles-là, ça nous intéresse carrément, les rapports sont hyper clairs, on se les approprie à tel point même que le rugby à 15 vient nous voir, le préparateur physique vient nous voir pour comprendre les méthodes qu'on utilise, comment on automatise les traitements et peut-être, pourquoi pas, décliner ce protocole d'évaluation à l'ensemble des joueurs de rugby, pas uniquement rugby à 7 mais aussi rugby à 15 dans les évaluations ponctuelles qu'on met en place pour suivre les athlètes, les joueurs sur site. Donc il y a toute cette phase de description, appropriation qui est très importante et qu'on a choisi volontairement d'étaler sur 1 an et demi, 2 ans pour s'assurer qu'il y a une bonne compréhension mutuelle, mais aussi pour nous s'assurer que ce qui est réalisé a du sens pour les acteurs. Et finalement, à partir de fin 2021-22, donc à l'été 2022, on va rentrer cette fois-ci dans une seconde phase où là, cette fois-ci, on va se servir de tout ce qu'on fait en termes d'évaluation de la charge, des comportements, des propriétés internes de l'athlète pour faire des staffs, des réunions qui vont rassembler préparateurs physiques, éventuellement préparateurs mental, entraîneurs, chercheurs, cliniciens, médecins, athlètes, certainement aussi parfois, pour positionner des priorités d'entraînement très concrètes avec un déroulé de ce qu'il va falloir mettre en place pour répondre aux priorités individuelles de l'athlète. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire les programmes d'entraînement, on va construire des suggestions. Je prends un exemple très concret qu'on a réalisé avec d'autres partenaires, dans le cadre de collaboration avec le Paris Saint-Germain par exemple. On a fait le choix d'injecter finalement des microdoses d'entraînement de prévention de la blessure 2 fois par semaine sur des séances courtes où alors c'était pas nous, mais les partenaires, le département performance du PSG a proposé des petits protocoles d'une demi-heure, 1 heure, sur des temps très définis, bien identifiés dans la semaine, qui permettaient de répondre à des besoins, notamment créer de l'allongement des faisceaux de fibres musculaires et d'augmentation de la force freinatrice des ischio-jambiers. Donc sur une semaine, c'est 1h30, 2 heures, c'est pas grand-chose, mais ça permettait d'intervenir à ce niveau. Donc on devrait reprendre un peu ce même modèle où on dit collectivement, voilà la priorité pour cet athlète, voilà ce qu'on doit mettre en œuvre, à quel moment on l'injecte dans la semaine pour qu'on ne planifie pas l'intégralité, c'est bien l'entraîneur qui reste maître d'œuvre de ce qu'il met en place. Par contre, sur des temps bien spécifiques, avec des volumes horaires sans doute bien contenus, qu'est-ce qu'on peut venir injecter pour essayer encore une fois d'optimiser sa performance
et réduire le risque. Et puis, dernier outil, dernière forme d'application, on développe des outils numériques d'aide à la décision. Par exemple, on a développé une plateforme développée par Antonio Morales Artacho, qui est chercheur au sein du projet, spécialiste en biomécanique musculaire, mais qui a aussi quelques compétences de geek. Il a développé une plateforme sous AirShiny, qui finalement, on peut se connecter dessus à partir d'un smartphone, ordinateur, tablette, qui permet de savoir, on a 2 entrées, une entrée par exemple, je veux renforcer ce muscle-là, voilà la hiérarchisation, dans quel ordre il faudrait aller utiliser tel ou tel exercice pour aller cibler ce muscle-là. Donc c'est basé sur une analyse exhaustive de la littérature scientifique. On a digéré tous les articles qui s'intéressent à la manière dont sont sollicités les muscles en fonction du type d'exercice musculaire, et on en rend compte à travers des petites infographies dynamiques, des petits graphiques avec des schémas des muscles, de niveau d'activation induit par tel exercice. L'entraîneur a la possibilité de sélectionner ses objectifs, d'aller interagir finalement avec ces données-là pour savoir, en fonction du profil de son athlète, quel type d'exercice il doit mettre en œuvre pour aller répondre à cette problématique. Alors là, elle est très musculaire, c'est vraiment de l'entraînement musculaire, mais on pourrait imaginer décliner ça dans tous les volets du projet. Donc on ne s'arrête pas à être soit dans de la production de connaissances, soit dans de l'éclairage du profil de l'athlète. On ne s'arrête pas non plus à simplement interagir avec l'entraîneur pour lui proposer des contenus. On essaye aussi de formaliser des outils très concrets, numériques, qui vont rester, on l'espère en tout cas, si ça a du sens pour les acteurs, auxquels les entraîneurs pourront avoir accès quand ils le souhaitent, parce que cette plateforme sera disponible sur le site des fédérations, avec, alors ce sont des données un peu sensibles parce qu'il y a eu un travail conséquent, donc ce sera avec login et mot de passe, mais tous les entraîneurs y auront accès, les médecins également, et pourront aller finalement piocher ce qui les intéresse dans cette plateforme pour construire leur programme d'entraînement. Et la grosse originalité, c'est de passer d'une construction de l'entraînement musculaire qui serait quasiment exclusivement basée sur l'expérience. On vient ajouter une forme d'objectivité, une connaissance fine, complète, exhaustive, des connaissances de la littérature pour construire mon programme d'entraînement. Donc ce qu'on appelle dans l'approche anglo-saxonne de l'evidence-based practice, c'est-à-dire des pratiques basées sur de l'évidence scientifique, ce qui est très compliqué à faire parce qu'il faut du temps et des moyens à chaque étage. Et là, c'est vraiment l'opportunité, la chance qu'on a à travers ces projets avec de la compétence et des ressources, puisque là, dans le cadre de ce projet, on recrute une dizaine de postdocs et d'ingénieurs qui sont pleinement dédiés à réaliser ces travaux. Merci Gaël pour cette présentation du projet Fulgure. Alors, ça peut paraître très dense et abscon pour des néophytes, mais là, le but de cette série de podcasts, c'est vraiment de rentrer dans les détails avec des exemples qui permettront à chacun en fait, de comprendre précisément de quoi il s'agit. Donc Gaël, on se reverra bientôt. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut Sylvain. Les podcasts de l'INSEP, Sport, Expertise et Performance. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.